Alors, bonjour et bienvenue sur Culture Nudge, le podcast dédié au nudge, outil terrain d'aide au suivi de consignes. Je suis Frédéric Ungaro, directeur associé de NudgeMe, agence de communication spécialisée dans le nudge. J'ai le plaisir d'échanger aujourd'hui avec Patrick Pisa. Patrick est ingénieur en génie des procédés et consultant senior en prévention des risques professionnels pour évoquer ensemble la place du nudge dans le domaine de la santé et la sécurité au travail. Patrick, tu disposes d'1 minute pour te présenter, s'il te plaît. Eh bien, c'est parti, top chrono. Bonjour Frédéric, très heureux d'être sollicité pour ce sujet qui me passionne en réalité. Donc, je m'appelle Patrick Pisa, j'ai une vingtaine d'années de passé professionnel dans la chimie, la pétrochimie. Ça a été suivi par une dizaine d'années dans un tout autre métier qui est le conseil et la formation. Alors, d'abord associé au sein d'un cabinet s'appelant Triadis, qui a vécu la fin de ses aventures il y a quelques temps. Et là, j'ai appris à accompagner des organisations pour développer des cultures de prévention. Voilà, moi, je me décerne immodestement un titre héroïque de développeur de culture de prévention. Voilà. Hein, donc, j'agis au travers de 5 axes d'investigation, en fait, qui sont les pratiques de management, notamment le pilotage des règles, l'analyse des risques, le retour d'expérience, la formation, notamment les formations sur le terrain, et la communication. Et c'est précisément la communication qui fait sens, qui fait le plus de sens quand on parle de nudge. Voilà, donc ça, c'est mes activités professionnelles principales. Et à côté, je m'investis pas mal au niveau donc d'un laboratoire d'idées, je devrais dire d'un groupe d'agitateurs d'idées qui s'appelle la FAP, la Fédération des acteurs de la prévention. Je suis membre du bureau national de cette instance. Et voilà, on vient d'ailleurs, pour info, je tiens à le dire, de commettre un nouvel ouvrage là. Qui s'appelle, parce qu'on est souvent un peu provocant, notamment à la lumière du Covid, PCA par-ci, PCA par-là, PCA par-ci, PCA pas-là, pardon, puisqu'on s'est intéressé de près au plan de continuité d'activité. Le bouquin sort dans les jours qui viennent. Voilà, j'ai pas été trop long. Super, super, parfait Patrick, je te remercie. Alors, à nos auditeurs, si vous n'êtes pas encore familier avec le concept de nudge, je vous invite à écouter notre premier podcast qui s'appelle Nudge et idées reçues et qui plante le décor de cette forme de communication qui vise à inciter de façon douce et durable à l'adoption de comportements plus vertueux pour soi, les autres ou la planète. Alors, Patrick, pour revenir au sujet de la santé et sécurité au travail, nous savons qu'en prévention des risques professionnels, on s'appuie sur 3 piliers que sont la technique, l'organisation et puis le facteur humain. Si les entreprises ont progressé et investi de façon massive sur les piliers techniques et organisationnels, avec, on peut le dire, je crois, une répercussion réelle sur l'accidentologie au travail depuis 50 ans, est-ce qu'il est exact de dire que l'enjeu d'aujourd'hui et de demain se situe au niveau du facteur humain, du comportement ? Oui, alors bon, je partage complètement cette histoire des 3 paliers technique, organisation et comportement. Et on dit souvent qu'il faut résoudre au mieux les 2 premiers avant d'attaquer le troisième. Bon, moi, ma première remarque, elle est pas forcément très optimiste, c'est qu'on peut constater que dans pas mal de boîtes, il reste hélas encore du travail sur les 2 premiers paliers, paliers. Et même pour ceux qui les ont traités, bah, effectivement, le facteur comportemental, il reste du travail, quoi. Y compris d'ailleurs sur l'organisationnel, hein, même dans des organismes qui ont des résultats corrects, voire très corrects. Moi, je constate qu'il y a encore du travail pour, par exemple, développer la transversalité, développer du collaboratif participatif, développer ou améliorer les relations entre opérationnel et support, et en particulier d'ailleurs opérationnel préventeur, mais pas que. Voilà, donc, enfin, ce que j'essaye de dire, c'est que dans pas mal d'endroits, on voudrait attaquer le comportement, on n'a pas forcément fini le travail, quoi, en amont, qui serait l'organisationnel. On pense l'avoir fini, mais on n'a pas forcément fini. Après, on pourra développer ce qui resterait à faire, et Dieu sait qu'il y a à faire sur le comportement proprement dit, quoi. Voilà. Ok, ok. Est-ce que tu aurais quelques exemples, Patrick, d'accidents, d'incidents, de situations dangereuses qui pourraient être étonnantes, que soit tu as observé, soit qu'on t'a relaté, qui seraient directement en lien avec le comportement?
Oui, alors j'en aurais pas mal. Je pense en particulier à deux exemples, notamment parce que ces deux exemples se situent dans une grande entreprise avec, je dirais, tous les moyens de ses ambitions en termes de sécurité, notamment, et dans le cadre d'un projet de mise en place de nudge. Voilà, donc c'est, je pense, approprié. Alors, le premier exemple, c'est une visite sur le terrain avec une jeune femme animatrice HSE, d'accord, qui m'explique, comme je découvrais un petit peu, moi le site. Et donc, dans cette grande entreprise, on a bien sûr les dites règles d'or, hein, les 10 règles à respecter, tous ces fondamentaux, bon, on pourrait parler par ailleurs. Mais en tout cas, l'un de ces fondamentaux étant je tiens toujours la rampe lorsque Mhm. j'emprunte un escalier. Donc, et ce qu'elle fait plutôt bien, quoi. Et par contre, à la fin de la visite, on rejoint ses bureaux et tout près des bureaux, eh ben, à un moment donné, il y a quelques marches à descendre et là, elle ne tient pas la rampe. Alors évidemment, je ne rate pas l'occasion de lui faire remarquer. Alors elle Mhm. devient toute rose et puis elle me dit, bah ouais, elle me dit, bah, vous avez complètement raison. Et je m'aperçois que je la tiens pas, la rampe, et voilà ce qui se passe. Et elle me montre sur cette rampe de la poussière. C'est-à-dire une rampe, alors là, évidemment, il y a de la poussière parce que personne ne tient la rampe, enfin, l'œuf ou la Mhm. poule, on se trompe, et elle m'explique que cette poussière vient d'une fonderie, enfin, sur le site industriel, il est quand même connu que cette poussière est loin d'être saine d'un point de vue Mhm. Mhm. composition. Et elle me dit, ben moi, au début, je tenais la rampe, au tout début. Et puis mes collègues, y compris ses collègues préventeurs, d'accord, lui ont fait remarquer que là, il valait peut-être mieux ne pas tenir la rampe. Mhm. Voilà. Donc, assez savoureux, c'est-à-dire par rapport à le rapport aux règles et le rapport aux règles, y compris d'une population qui devrait être à la fois investie et exemplaire là-dessus. Voilà. Mhm. Le deuxième exemple, c'est toujours lors d'une visite terrain, la règle d'or étant, et c'est pas étonnant, euh, je ne dois jamais pénétrer dans une capacité, en l'occurrence, ou en tout cas ne jamais me mettre en situation périlleuse en hauteur ou des choses comme ça. Eh ben, on découvre un gars dans une cuve, dans une petite cuve cylindrique d'à peu près 2 mètres de haut, cuve mobile là, et il est au fond avec un chiffon en train d'essayer chiffon en train d'éponger quelque chose au fond de la cuve. Alors, étonnement, parce que bien sûr là, il enfreint un certain nombre de règles, et il est même en danger parce que le gars, pareil, il devient tout rose, tout rouge, le jeune, c'était un jeune opérateur, il était là depuis peu de temps, et il nous explique qu'en plus, le danger, c'est que la cuve où il y a un agitateur au fond, l'agitateur est même pas condamné. Bon, autrement Mhm. dit, si son collègue vient, démarre l'agitateur, voilà, j'ose même pas dire la suite. Mhm. Alors, on le questionne, on était deux, sur le pourquoi. Et rapidement et spontanément, il nous dit, je suis à la fin de ma période d'essai, j'ai fait une bêtise, j'ai mis un produit dans cette cuve, il fallait pas le mettre, j'ai vraiment la trouille que si ma hiérarchie s'en aperçoit, j'ai des problèmes, quoi. Voilà, le type était là depuis 7-8 semaines peut-être. Mhm. Mhm. Et il savait parfaitement qu'il enfreignait plusieurs règles, dites règles d'or, mais peu importe, plusieurs règles, quoi. Alors, ce que je veux dire à travers ces deux exemples, c'est que on est en plein dans un sujet qui me passionne pour ma part, qui est le rapport aux règles. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'une règle est connue, surconnue, rabâchée, etc., qu'elle va être toujours respectée. Et c'est ça qui doit nous interpeller au niveau du comportement. Et il y a bien sûr des liens, on y viendra peut-être, avec le nudge. Mhm. Voilà. Ok, de par ton expérience sur le sujet et tout ce vécu que tu peux avoir, quelles mesures les entreprises aujourd'hui mettent-elles en œuvre pour agir sur l'aspect comportemental? Qu'est-ce qu'on peut observer comme mesures en place dans les entreprises pour tenter justement d'agir sur le comportement? Alors, chez ceux qui cherchent à y aller, hein, j'ai envie de dire, il reste du travail là encore. Encore plus que sur l'organisationnel dont je parlais tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme grande ligne de communication et d'action? Bon, on a déjà des messages ou des postures requises pour l'encadrement, hein, notamment l'encadrement opérationnel. On pourrait en citer au moins deux. La première étant soyez exemplaire, hein, pour être crédible.
Et puis la seconde étant, soyez présents sur le terrain. Bon, moi ce que je vois, c'est que dans bien des endroits, l'exemplarité s'arrête au moment vis-à-vis de la santé-sécurité où, oui, mais c'est bien beau, mais il faut produire. C'est-à-dire que les moments de tension ou certains moments de un petit peu de rupture vis-à-vis du cœur de métier, jusqu'à quand le volet santé-sécurité reste-t-il prépondérant? Et à chaque fois qu'on met le doigt dans cet engrenage-là, on le paye assez cher dans les jours, voire les semaines, voire les mois qui suivent. Et puis la question du terrain, ben, vu ce qu'on demande aujourd'hui à des hiérarchiques de proximité, et encore plus peut-être dans des étages supérieurs de la fusée, on les voit plus sur le terrain. D'accord. Donc, bien sûr. voilà, donc ça c'est déjà quelque chose à avoir en tête. Ensuite, il y a le volet un peu plus communication. Alors là aussi, et là ça fait sens vis-à-vis du nudge, il reste du boulot. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Sur quoi on essaye d'agir? On essaye, par exemple, la communication choc. La communication choc, soit en faisant venir sur place des gens malheureusement qui se sont gravement accidentés, qui témoignent, soit avec des que sais-je, enfin des photos macabres. Bon, ça, c'est très 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 limité, quoi. Enfin, je veux dire en termes de résultats. Pour donner un exemple, et je l'avais un peu intuité, on était chez un grand du déchet là, et qui fait du ramassage donc d'ordures ménagères. Et la com choc consistait à montrer lors d'une formation donc un reaper, donc les gens qui ramassent les ordures derrière les camions, qui chute, d'accord, et qui chute très gravement du camion, et en disant aux gens, bon, vous voyez, il a fait une bêtise, et ce gars-là, faut savoir qu'il a été dans le coma, machin. Les gars se marraient, quoi. Les gars se marraient. Bah oui, bah bien sûr, s'il se prend comme ça, en gros, ben non, ça peut pas m'arriver à moi parce que moi je fais pas comme ça. Voilà. Donc instrument quand même limité. Ensuite, ben tentation parfois de la com un petit peu bâton, quoi. C'est-à-dire la haute hiérarchie décrète que attention, maintenant ça peut plus durer. On parle de sanctions, on parle de choses comme ça. Bon, des choses qui vont durer là aussi le temps du coup de gueule, j'ai envie de dire un peu crûment. La culpabilisation en termes de com, on joue un peu sur les sentiments. Mais si tu t'accidentes, as-tu pensé à tes enfants qui ne te verront pas à Noël? Bah ouais, bon, là aussi, voilà. Donc, on n'arrive pas à aller bien loin avec ces choses-là de mon point de vue, et là, ça, je l'ai vérifié. Après, on a de la com avec des affiches ou des choses comme ça, bon, qui ratent parfois, voire souvent les cibles, c'est-à-dire que le contenu, les gens ne s'y retrouvent pas, quoi. Quand on discute avec des opérateurs, ce qu'il y a sur l'affiche, ça te parle, ben, parfois, une fois, par exemple, il y avait une affiche, c'était le triangle de Bird, les préventeurs connaissent tous. Le gars, il dit, je sais pas ce que c'est que ce triangle. Bon, d'accord, voilà. Donc, voilà, on a ça. On a par contre des choses qui peuvent être intéressantes, mais donc il y a des limites. C'est un petit peu cette communication dynamique que sont les causeries, que sont les briefings, les quarts d'heure sécurité, les one-to-one qu'il peut y avoir dans ce domaine. Parfois, on voit quand même des choses bien. Là, je mets un point positif. Souvent, par contre, il n'y a pas assez de préparation des animateurs. Voilà, les gens, notamment, quand on demande à des managers de proximité j'ai envie de dire, de s'improviser animateurs de briefing ou de causerie, bah, ils veulent bien, mais ils ont des lacunes, quoi, dans ce domaine-là, et du coup, ça fait flop. Voilà, donc un message pas forcément très très positif ou optimiste de ce point de vue, mais justement, moi je suis fort intéressé par d'autres formes de communication qui viendraient un petit peu dépoussiérer tout ça et offrir d'autres solutions. Le nudge étant, de mon point de vue, un outil très 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 intéressant. Alors moi qui m'intéresse beaucoup à la systémique en particulier en lien avec ces sujets-là, il y a une phrase qui me revient en tête et que j'utilise assez souvent. J'ai l'impression que les entreprises font toujours plus de ce qui ne marche pas en fait. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Excuse-moi, parle toujours plus ou Non, de ce qui marche pas? font toujours plus, les entreprises font toujours plus de ce qui ne marche pas. Et en Oui, fait, on a l'impression avec ces formations, ces informations, ces sensibilisations, ces affiches, ces causeries, etc. En fait, les entreprises pensent utiliser des moyens assez différents les uns des autres pour
aller toucher le comportement. Et puis finalement, on se rend compte que l'efficacité de tout ça répond un peu à une même thématique en fait de changement, mais qui ne s'opère pas vis-à-vis des collaborateurs et des salariés. Oui. Oui, et je dirais que on retrouve là-dedans finalement quelque chose d'ancré profondément dans les cerveaux et depuis longtemps, qui est de penser que il suffit de former les gens, d'accord? Il suffit, Mmh. c'est surtout la formation qui revient là-dedans. C'est-à-dire, ils sont formés maintenant, ils savent, donc ça va marcher, quoi. Et or, dans le comportemental, on ne peut s'inscrire enfin, faut être très modeste, il faut y aller par petits pas et il faut beaucoup accompagner. Moi, j'ai souvent maille à partir avec des interlocuteurs qui veulent acheter des choses, Dieu merci, c'est bien, mais qui veulent beaucoup, beaucoup. Le mot formation, c'est le mot magique, quoi. Et dans ce Mmh. domaine-là, souvent, moi, mon discours, c'est de dire, OK, on va vous la faire, cette formation. Vous aurez 5% de valeur ajoutée, quoi. Voilà. Et 6 mois après, peut-être zéro. Euh, ouais. Donc, on aime bien penser que du moment qu'on va donner du savoir, ça va s'inscrire. Alors, ça rejoint le mot economicus, hein, Mmh. voilà. Donc, Ok, on peut oui, mettre oui. beaucoup d'argent dans des choses qui, effectivement, ne fonctionnent pas comme on voudrait. Ouais. Et pour illustrer ton propos, là aussi me vient une image intéressante. On sait que, par exemple, 14%, selon une étude assez récente des médecins généralistes, étaient encore fumeurs quotidiens. Donc, effectivement, la connaissance du risque, voire même la prise de conscience vis-à-vis du risque, n'entraîne pas nécessairement un changement, pour aller un peu dans le sens de ce que tu évoquais tout à l'heure. Tout à fait. En termes comportementaux, c'est très vrai. Et donc, eh bien, on a commencé à parler un petit peu du nudge. Alors, est-ce que le nudge pourrait, selon toi, apporter une réponse aux problématiques comportementales en lien avec la santé, sécurité au travail? J'ai envie de dire bien sûr, parce que de toute façon, je fais partie des gens qui y croient et pour la bonne raison que je l'ai quand même un petit peu expérimenté. Voilà, pas beaucoup, pas suffisamment, hein. Mais oui, ça pourra apporter, sachant qu'il faut s'empresser de dire que c'est pas une baguette magique, quoi, hein. On n'a pas trouvé le Graal avec le nudge en santé, sécurité au travail et peut-être dans d'autres domaines d'ailleurs. L'intérêt, selon moi, c'est que lorsqu'il a été bien pensé, en tout cas lorsqu'on a vérifié qu'il fonctionne, eh ben, il va, comment dirais-je, percuter, si on peut dire, directement des réactions instinctives, le nudge. Mmh, Hein, voilà, on mmh, n'a pas le temps de rentrer dans les détails, mais il va percuter des réactions instinctives et surtout, il va faire ça au bon endroit et au bon moment. Il va faire ça là où il faut le faire. Donc, le gros avantage, c'est que si on a bien travaillé en amont, on peut oublier beaucoup de choses, une certaine lourdeur, je dirais, de formation, de communication et autres. On a dépensé de l'énergie pour imaginer le bon nudge, mais si on le tient, on a gagné la partie. Alors, encore une fois, c'est pas une baguette magique. mmh. On y reviendra sûrement. On peut pas tout faire, on peut pas tout nudger. Euh, mais ça, il est clair on peut y croire, ouais, dans le Mmh. champ de la sécurité au travail. Est-ce que tu aurais en tête quelques domaines d'application en lien avec la santé, sécurité au travail sur lesquels voilà, le nudge peut avoir un apport intéressant? Ben oui, bien sûr. Et puis, je pense que c'est intéressant de donner des exemples pour les auditeurs, parce que ce que j'ai dit juste avant est peut-être un petit peu perché, un petit peu théorique, mais bon, des exemples tout bêtes, mais pas si bêtes que ça. Le premier, et celui-là, je dirais, il a fonctionné, c'est de disposer au sol, un sol qui peut devenir glissant lorsqu'il est mouillé, hein, suite à de la pluie par exemple, donc de faire une silhouette donc d'une personne qui vient de tomber, de passer l'intérieur de la silhouette avec un produit hydrophobe, hein, et donc ce qui va se passer, et c'est là où est le nudge, c'est que lorsque le sol se mouille, la partie où il y a la silhouette, elle, ne se mouille pas et on a Mmh, une différence de couleur qui apparaît. Et donc, on a l'apparition d'un danger uniquement alors au bon endroit et au moment où il le faut, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'effet lassitude ou d'habitude à un pictogramme ou des choses comme ça. mmh. Euh,
L'autre exemple, c'est par exemple lorsqu'on doit franchir une marche ou en tout cas un petit muret. Hein. L'exemple auquel je pense, c'est dans une cafétéria avec une terrasse pour passer de l'intérieur à l'extérieur lorsqu'il fait beau pour pouvoir manger dehors. Donc, il y a des grandes baies vitrées qui s'ouvrent. Par contre, il y a un obstacle à franchir. Ben, l'idée avait été de disposer des fausses flammes, en réalité, c'est-à-dire que susciter l'impression que visuellement, aïe aïe aïe, ça brûle. Et c'est une autre manière de rendre saillant. Hein, la saillance, c'est un des leviers qu'utilisent les nudges. C'est-à-dire que je vais lever les pieds avec mon plateau là pour éviter de tomber. Voilà, dernier exemple, et là ça rejoint un petit peu l'apport du digital. Maintenant, il existe des capteurs qui se mettent dans des gilets haute visibilité, par exemple, et la source étant sur un engin en mouvement. Et dès que dès que je m'approche en tant que piéton trop près de l'engin dans sa zone de travail, mon capteur vibre dans mon gilet. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez doux qui m'amène un message de prudence et que j'apprends à reconnaître. Voilà, je suis pas agressé par quelque chose et j'ai pas à apprendre des choses. D'ailleurs, dans les 3 exemples que j'ai donnés, ce qui est très intéressant, c'est la simplicité, quoi. C'est-à-dire, ça percute instinctivement un comportement qui va être au service de la préservation de ma santé et de ma sécurité. Super, très Voilà. intéressant, effectivement, oui. Notre expérience sur le sujet en tant qu'agence nudge nous montre qu'avant de pouvoir nudger, c'est-à-dire améliorer finalement le suivi de consignes, il est indispensable que la consigne en question soit solide et connue. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ah ben, je pense oh que oui. Donc, ça, c'est au cœur de je dirais, de mes interventions et de mes préoccupations. Hein, là, on rejoint un peu le management des règles, hein, le pilotage des règles. Voilà. C'est-à-dire que il y a un véritable process à développer pour qu'une consigne, une règle soit, comme tu l'as dit, solide et connue. Pour qu'elle soit solide et connue, appliquée et applicable, moi, par exemple, je travaille avec une base de questionnement qui, de mémoire, doit faire 44 questions clés quoi, que je vais me poser et poser à mes interlocuteurs. Donc, c'est pas rien. Quoi. Pour qu'une règle fonctionne, pour qu'on applique une règle, il faut effectivement s'interroger hein, véritablement. Si je prends une règle qui marche pas, par exemple, ou mal, bah, les raisons peuvent être vraiment multiples. Hein, et il faut lever toutes ces raisons, toutes ces contraintes. Voilà. Donc là, en quelques mots, avant de nudger, d'imaginer nudger une règle et pour qu'elle devienne nudgeable, j'ai envie de dire, là, il faut qu'elle soit solide. Pour qu'elle soit solide, il faut d'abord, de manière participative, sonder, investiguer un petit peu sur pourquoi ça marche mal ou qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça marche parfaitement. Et on va trouver un certain nombre de contraintes, un certain nombre de problèmes. Ça, il faut faire ça dans une démarche vraiment collaborative, participative avec le terrain. Il faut ensuite tester des choses qui consistent à lever les contraintes pour voir si on s'en sort. D'accord ? Et puis, dans une troisième phase, lorsqu'on considère qu'on y est arrivé, il faut un petit peu changer de casquette. Et là, il faut parvenir à une certaine rigueur, quoi. Hein, et même une rigueur certaine. C'est-à-dire les organismes qui parviennent à faire véritablement respecter des règles sont en général ceux qui travaillent comme ça. Et quand ça marche bien, les opérateurs, les anciens, les utilisateurs de la règle deviennent d'ailleurs souvent les promoteurs de la règle. Et ça, c'est très, très intéressant. Voilà. Mais c'est sur des bases comme ça qu'il faut imaginer pouvoir nudger des choses qui peuvent être un peu complexes. Par exemple, des problématiques de port d'équipements de protection individuelle ou des choses comme ça qui sont pas si simples que ça, quoi. Hein. Voilà. Donc, je suis complètement d'accord avec l'affirmation. Avant de pouvoir nudger, il faut que la règle, la consigne soit solide et connue et admise, j'ai même envie de dire. Voilà. Hein. Ok, la santé-sécurité au travail, on sait que c'est un champ d'intervention qui est finalement relativement nouveau hein, pour la mise en œuvre d'une démarche nudge. Qu'est-ce qu'on peut en entendre? Quel avenir du nudge dans ce domaine de la santé-sécurité au travail?
Ça pourra fonctionner. Ça, j'ai pas de doute sur le fait que ça puisse fonctionner, mais il reste beaucoup à défricher et il reste, je pense, beaucoup de pédagogie préalable à faire auprès de ceux qui sont en position d'acheter du nudge. J'ai envie de dire, Hmm, un hmm, peu, comment dirais-je, un peu simpliste ce que je dis là, mais euh, on constate, et je l'ai constaté maintes fois, qu'il y a une espèce de gadgetisation du concept dans les têtes. Hein. Depuis quelques mois, c'est vraiment ce qui ressort. Euh, les gens s'imaginent en gros, Nudgeman arrive avec une valise et des nudges à l'intérieur et qu'il n'y a plus qu'à choisir, quoi. Hein. hmm, Euh, et Dieu sait que c'est beaucoup plus complexe que ça. Il faut une véritable rigueur scientifique et des compétences. Et il faut accepter, d'autant plus aujourd'hui où le concept est encore neuf et où il y a peu de retour d'expérience, un petit peu de payer pour voir. Je dis ça parce que moi, j'ai eu des échanges avec des décideurs de grands groupes qui, en gros, voudraient bien, ils sont super intéressés par le sujet, mais ce serait gratuit, ce serait pas mal, quoi. hmm, Voilà, hmm, parce qu'on pense que, comme je l'ai dit, dans une petite valise, il y a des trucs tout prêts, alors que c'est pas ça, quoi. Le risque, c'est peut-être celui-là. Hein. Aujourd'hui, en tout cas en France, je m'interroge un petit peu là-dessus, moi, à la lumière de ce que je peux côtoyer côté acheteur de nudge, si j'ose m'exprimer ainsi. Voilà, donc un truc plein de promesses, mais qui nécessite dans le champ de la santé-sécurité, je pense comme dans d'autres, hein, d'être appréhendé avec la juste connaissance de l'outil, quoi, hein, qui encore une hmm, fois n'est pas un gadget, mais quelque chose de tout à fait sérieux et plus complexe qu'on pourrait le penser. Voilà. hmm. Une des difficultés, justement, par rapport à ce que tu évoques, Patrick, ne viendrait pas du fait qu'on n'a pas suffisamment de recul et pas suffisamment d'études d'efficience, par exemple, de ces dispositifs. Alors, je pense notamment à la santé-sécurité, hein, qui est encore une fois un domaine assez particulier. Qu'est-ce que tu penses de finalement, de ce manque de vécu par rapport au nudge? Oui, ben bien sûr. C'est sûr que c'est un peu la poule et l'œuf, là. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour convaincre de la bonne manière d'y arriver, il faut du retour d'expérience. Mais pour avoir du retour d'expérience, il faut se voir offrir des possibilités de faire des choses parlantes et qui serviront de retour d'expérience. Alors, il y en a, puisque ben, on arrive à travailler dans quelques organisations qui ouvrent les portes et qui sont prêtes à le faire sérieusement. Mais bien sûr, parce que je l'ai déjà dit, c'est pas une baguette magique, c'est pas simple. Ça peut être assez facilement mis en place sur des sujets un petit peu comme ceux que j'ai décrits tout à l'heure à titre d'exemple, mais dès lors qu'on voudrait nudger des choses plus complexes en termes de situations un petit peu multifacettes, hein, je parlais tout à l'heure du port de pays à titre d'exemple, d'équipement de protection individuelle. Quand on commence à investiguer sérieusement sur les problématiques de respect de règles du port de protection individuelle, c'est parfois beaucoup plus complexe que ce qu'on s'imagine. Et c'est ça qu'il faut pouvoir regarder, quoi. Donc ça, c'est effectivement des irritants sur des règles complexes comme ça. Et c'est pas facile. C'est d'autant moins facile à nudger que la règle, je l'ai déjà évoqué, bien souvent est très challengeable. Mais ensuite, il faudrait davantage effectivement de retour d'expérience, quoi. Donc, Hmm. comment Et, dirais-je? Oui, oui, pardon. et justement, en lien avec ce que tu évoquais, là, c'est-à-dire certaines situations qui peuvent paraître un petit peu difficiles, est-ce que, selon toi, il y a des choses qui, par exemple, ne seraient pas nudgeables d'un point de vue santé-sécurité? Ben, là, j'aurais du mal à répondre parce que pas nudgeable, pour le dire, je pense qu'il faut faire l'exercice, quoi. C'est-à-dire, si on prend l'exemple, ben, on va y revenir, hein, d'équipement, de port d'équipement individuel, euh, pour dire si c'est nudgeable, il faut faire d'abord cet exercice-là de mise au point autour de la règle, qui est de porter le pays dans telle situation, etc. C'est seulement ensuite, quand la règle devient solide, d'ailleurs, c'est à ce moment-là
qu'on voit un petit peu les problématiques, les biais et autres qui aujourd'hui empêchent de respecter la règle, c'est là qu'on peut passer le bâton donc à des gens qui sont des spécialistes nudge, puisque moi ma compétence s'arrête à la première étape en fait, et c'est à eux de répondre finalement. Hein. C'est-à-dire que là, en disant ça, peut-être que je me défausse un petit peu, mais celui qui peut dire si c'est pas nudgeable, c'est celui qui est en charge d'imaginer le nudge, hein, quelque part. Et moi, je pense que beaucoup de choses peuvent l'être, en réalité. On manque de recul, on manque de retour d'expérience, mais beaucoup de choses peuvent l'être parce que si on admet que on prend nos décisions à partir justement de notre cerveau droit, enfin, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails de tout ça, mais ceux qui s'y intéressent voient de quoi je parle. Eh ben, si on trouve la clé à quelque part quand une règle est au point et qu'on cherche un comportement, il faut trouver la clé, je dirais, des instincts à activer pour que le nudge fonctionne. Et sachant que le nudge, c'est quelque chose de très protéiforme qui peut être un son, une odeur, un pop-up sur un écran, et j'en oublie, d'accord. Beaucoup de choses doivent être nudgeables, et voilà, dans les temps qui viennent, encore une fois, si tant est que des organisations ouvrent leurs portes et un tout petit peu leur chéquier, si j'ose dire, il y aurait des choses, je pense, passionnantes à mettre en lumière. Voilà. Donc, plutôt optimiste de ce point de vue-là, sous réserve de tout ce que j'ai pu dire par ailleurs. Parfait, donc nous allons nous quitter sur cette note d'optimisme. Merci beaucoup Patrick pour ton éclairage sur le nudge et la santé-sécurité au travail. Merci à nos auditeurs pour votre écoute. Rendez-vous sur Culture Nudge dans quelques semaines sur une thématique surprise. À très bientôt. Merci à toi Frédéric. Merci Patrick.